despotisme. Et puis Daniel Compère qui heureusement n'a rien répondu. Mesdames et messieurs, que je n'ai pas encore vu, je vous salue. Micro. Si j'avais allumé le micro et si je savais m'en servir, ce ne serait pas moi. Donc je vous renouvelle mon bonjour. Une précision que peut-être quelques-uns d'entre vous ignorent, cette conférence sera suivie de notre Assemblée Générale annuelle, à laquelle les membres résidents et non résidents sont invités. Donc, avant de passer la parole à notre conférencier qui va nous parler des forêts entre le XIIIe et le XIXe siècle, de chez nous bien sûr, monsieur Jérôme Buridan, je passe la parole à Nathalie pour quelques annonces et peut-être aussi quelques élections ou présentations. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour votre invitation. Je suis professeur à l'Université de Picardie-Jules Verne et je suis professeur de géographie, biogéographie historique. Et j'ai un parcours un peu particulier puisque j'étais historien de formation. Je me suis engagé vers l'histoire forestière. Ensuite, je suis passé à la géographie. Et j'émarge dans une unité du CNRS, une UMR CNRS, qui est une unité d'écologie. Donc je suis à l'interface entre différentes disciplines. Et mon cœur de métier, c'est la reconstitution d'abord de la gestion forestière, de l'histoire de la gestion forestière depuis la fin du Moyen-Âge, le début de l'époque moderne. Et puis, progressivement, l'évolution des milieux forestiers. Et nous avons beaucoup travaillé dans notre unité sur les grandes forêts domaniales. Notre travail au départ porté sur Compiègne. Ensuite, il s'est élargi à Villers-Cotterêts, à Chantilly. Et donc, on est à un moment où on peut faire une synthèse assez rapide sur l'évolution de ces milieux forestiers, sachant que chaque forêt a une évolution, a eu des dynamiques différentes et des problématiques différentes. Mais pour le sud des Hauts-de-France, on a quand même une dynamique qui est à peu près identique et des points communs. On est à un moment où on peut faire une synthèse. On est dans un contexte actuellement qui est un contexte très important dépérissement forestier. On a des compartiments entiers des écosystèmes forestiers qui sont en train de s'effondrer du fait des changements climatiques, du fait des stress hydriques, du fait des attaques de ravageurs. Et cet effondrement très rapide des écosystèmes forestiers invite les écologues à s'interroger sur les rythmes d'évolution de ces milieux, l'histoire de ces effondrements, puisque ce sont des effondrements actuels, mais les milieux forestiers ont connu d'autres effondrements dans le passé, et les rythmes et les dynamiques de résilience de ces milieux. Ça veut dire que moi, avec mon fond d'historien et de biogéographe, je réponds à des problématiques d'écologie, pure, pour savoir comment évoluent ces milieux. Et on en découvre tous les jours, on est loin de savoir vraiment comment ces milieux évoluent, et comment ils ont évolué dans le passé pour mieux adapter la gestion du futur, et donc conseiller les forestiers. Donc on est à l'interface de différentes disciplines pour répondre à des questions très actuelles, en essayant de donner un regard sur des pas de temps beaucoup plus longs, parce que quand on gère une forêt, on essaye de se projeter dans les 120, 200 ans à venir. C'est toujours utile de savoir ce qui s'est passé il y a 200 ans, 400 ans, 600 ans. C'est très, très utile. Alors on a des terrains de jeu qui sont très variés. Dans notre unité, on travaille sur les forêts de tirage, un petit peu sur les forêts de la Somme, mais liées au combat de la Grande Guerre. Et puis, notre grand terrain de jeu, ce sont les grandes forêts domaniales du sud des Hauts-de-France. Je vous avais dit, notre premier terrain de jeu, c'était la forêt domaniale de Compiègne, 14 500 hectares. On a élargi un peu plus récemment nos regards et nos études sur la forêt de Villers-Cotterêts ou la forêt de Retz, 13 600 hectares. Et puis, dans le cadre d'un grand mouvement qui s'appelle Sauvons la forêt de Chantilly, on travaille aussi avec le parc naturel régional Oise Pays de France sur cette forêt de Chantilly, et puis dans l'avenir sur quelques programmes de recherche
on pourra étendre aussi nos données à la forêt de la Latte, à la forêt d'Hermonville ou à la forêt de l'Aigle. Sachant que moi, j'ai fait ma thèse portée sur les forêts d'Elbelian et principalement la forêt de Saint-Gobain, la forêt de Coucy-Basse et de Coucy-Haute. Donc en fait, ici on a le long de l'Oise un continuum forestier qui est extrêmement important, avec essentiellement des forêts domaniales, sauf la forêt de Chantilly qui appartient à l'Institut. C'est un problème de vidéo, c'est pas dramatique. Et des forêts domaniales dans lesquelles, pour lesquelles on a des sources qui sont très abondantes, que l'on peut croiser avec du terrain. L'avantage, ce sont des forêts domaniales donc, qui appartiennent à l'Office national des forêts. On a des conventions avec l'ONF qui permettent de faire du terrain et on travaille sur ces forêts depuis une vingtaine d'années, donc on commence à cumuler la donnée, des données de sol, des données archéologiques, et on peut désormais croiser toutes ces données pour essayer d'avoir une idée de l'évolution de ces peuplements et de ces milieux forestiers. Alors, un premier point qui est nécessaire, c'est quelles sont les sources, à partir de quelles sources on peut travailler. L'avantage pour nous, c'est qu'on travaille sur des forêts domaniales, donc d'anciennes forêts royales principalement, ou qui ont été confiées en apanage, mais des forêts qui, à l'origine, étaient des forêts royales. Et l'avantage pour nous, c'est que les institutions forestières sont parmi les plus anciennes du royaume et ont généré des archives qui sont importantes, puisqu'à partir du XIIIe siècle, on crée les maîtres des eaux et forêts. Les véritables maîtrises apparaissent à partir de l'ordonnance de Brunois de 1346, notamment la maîtrise de Villers-Cotterêts. On commence à voir des archives au XIVe siècle en maîtrise de Villers-Cotterêts. Maîtrise de Compiègne, maîtrise de Puy, c'est plus tardif, ce sera 16e, 17e siècle. Et puis, à partir du XVIe siècle, les archives des forêts royales se généralisent dans l'ensemble des bailliages en France. Et donc, on a, pour les forêts royales, un corpus d'archives qui est extrêmement important. Pour les forêts communales, alors, on a l'avantage en Picardie, c'est qu'on a très peu de forêts communales. Les forêts communales sont beaucoup plus importantes dans l'est de la France, à partir de la Champagne, mais plus encore en Lorraine, dans les Vosges, Lorraine ou alsaciennes et en Alsace. Les forêts communales vont générer des archives à partir du XVIIe siècle, à partir de l'ordonnance de 1669. Et à partir donc de la généralisation des maîtrises particulières, on peut avoir des renseignements sur les bois des communautés ecclésiastiques, communautés d'habitants, ou sur les quelques bois particuliers, même si les forêts privées ont généré beaucoup moins d'archives avant le XIXe siècle. Donc l'avantage pour nous, c'est qu'on travaille sur des grands massifs domaniaux qui présentent des corpus d'archives qui sont importants, parfois très dispersés. Le corpus d'archives le plus homogène que je connaisse, c'est celui de la forêt de Retz, puisqu'on a une continuité des fonds d'archives depuis le XIIIe siècle, avec quelques lacunes au XIVe, XVe, mais globalement, à partir des enquêtes de Philippe Auguste, on peut retracer l'évolution de la forêt jusqu'à aujourd'hui. Donc ça c'est exceptionnel par rapport aux autres archives forestières en France, et c'est assez merveilleux. Forêt de Compiègne, c'est beaucoup plus éclaté, mais à partir du XVIe siècle, on a un corpus d'archives qui est quand même de bonne qualité, soit aux archives de base, soit aux archives nationales. Forêt de Saint-Gobain, on commence à la fin du XVIIe siècle. Les forêts de Chantilly, les forêts du Prince de Condé, on commence à avoir des archives à partir aussi de la fin du XVIe siècle. C'est quand même intéressant et beaucoup plus important que pour les forêts privées. Alors, difficulté d'interprétation du vocabulaire, ça c'est le travail de l'historien. On utilise parfois les mêmes mots, taillis, futé, et puis ça a un sens complètement différent. Donc ça, c'est le travail de l'historien. À partir du XVIIe siècle, on a des documents qui sont de plus en plus normalisés et qui vont être des séries continues qui permettent de reconstituer l'histoire des parcelles à l'échelle des parcelles, puisque on a tous les martelages, tous les marquages d'arbres, et donc on connaît les essences qui ont été vendues, les essences qui ont été réservées, les procès-verbaux d'adjudication, les procès-verbaux de récolte.
C'est une liasse aux archives départementales de l'Aisne pour la maîtrise de l'affaire, donc pour la forêt de Saint-Gobain. Vous voyez, quand on trouve une liasse comme ça aux archives, on a envie d'ouvrir. Et ces documents se continuent au 19e et au 20e siècle, parfois avec des renseignements un peu moins fins pour le 20e siècle, mais globalement, on peut avoir une continuité des analyses et reconstituer l'histoire des parcelles pour certaines forêts à partir de la fin du XVIIe siècle. Donc ça, c'est des sources qui sont très intéressantes. Bien sûr, pour l'époque médiévale, les documents sont beaucoup plus ténus et parfois difficiles à localiser. Ces documents vont être croisés avec des sources planimétriques, avec des plans anciens. Alors, il est bien sûr illusoire de trouver des plans forestiers avant le XVIe siècle, puisque la première carte de France, celle de Roncefinet, apparaît en 1525. Là, c'est une des premières, alors on n'est pas du tout au sud de la Picardie, un des premiers plans forestiers que je connaisse, qui avait été dressé pour l'archevêché de Reims, sur la montagne de Reims. Alors, vous voyez, ce sont des vues cavalières qui ne sont pas encore très précises, mais qui donnent une idée quand même du contenu des peuplements et de l'inégale densité des peuplements des lisières de la forêt jusqu'au cœur de la forêt. Pour les forêts qui nous concernent, les premiers plans apparaissent au début du XVIIe siècle, notamment les cartes murales des grandes forêts royales qu'on trouve au château de Fontainebleau, qui ont été dressées par Poisson. Et donc ce sont des vues cavalières qui ne sont pas géoréférençables, qui ne sont pas utilisables dans un système d'information géographique, mais qui nous donnent des indications toponymiques et puis des indications sur le contenu des parcelles. Enfin, il n'y a pas de parcelles à l'époque, mais le contenu des différents triages de la forêt, avec des secteurs qui sont plutôt surexploités, et des secteurs qui sont plutôt denses. C'est assez typique des forêts de l'époque. Donc ces documents-là peuvent être utilisés. Et puis à partir du milieu du XVIIe siècle, on a des documents beaucoup plus précis. Si on est en forêt de Chantilly, on voit un carrefour en étoile qui a été tracé par la famille de Montmorency à partir de la fin du XVIe siècle. Ce n'est pas le premier apparaît en forêt de Compiègne pour la chasse à courre. Et au XVIIIe siècle, ou à la fin du XVIIe et XVIIIe siècle, on a des cartes plus précises qui nous donnent les contours de la forêt, mais aussi le parcellaire s'il y en a, et puis le système vinaire. Donc tous ces plans, on essaye de les écumer, donc créer des bases de données, et quand on peut, pour le XVIIIe siècle, de les géoréférencer, c'est-à-dire de les intégrer dans un système d'information géographique pour croiser avec la documentation textuelle. On a aussi, ça demande beaucoup plus de travail, les plans d'arpentage. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de parcellaire fixe en forêt. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une coupe, le forestier dresse un plan. Il dresse une petite carte de la coupe. Et tous ces plans d'arpentage sont très très précis, sont à une échelle fixe, et on va trouver, ici, vous voyez, on est en forêt de Saint-Gobain, un banc du Clos Colin-Robin contenant 224 arpents et demi, donc 112 hectares. Et on indique les pieds corniers, c'est-à-dire les arbres qui sont marqués pour servir de bornes vivantes aux limites de la forêt. Donc si on prend les plans, qu'on les géoréférence et qu'on les met bout à bout, ça fait un petit puzzle, et avec le petit puzzle, on peut avoir l'ensemble des ventes, l'ensemble des coupes de la forêt, et on a des documents textuels qui sont associés, qui disent, cette année, on est en 1654, on a par exemple dans la Vlambe du Clos Colin-Robin abattu 114 hêtres, 50 chênes, etc. Donc on peut reconstituer le contenu des parcelles dans ces différentes ventes. Donc ça c'est précieux, mais ça demande énormément de temps. C'est ce que j'ai fait pour Saint-Gobain dans ma thèse, mais ça demande vraiment beaucoup de temps, mais ça permet de connaître l'évolution des paysages forestiers et du contenu des parcelles à partir du XVIIe siècle. Alors ça ne suffit pas, parce qu'on a besoin, si on veut aller beaucoup plus loin, de données un peu plus fines qui sont mobilisées à la fois par les écologues et par les archéologues, et notamment par les traitements d'images lidar, par l'utilisation d'images lidar. Donc les images lidar, vous pouvez connaître ou pas connaître, c'est Light Detection, c'est du laser aéroporté, et ce laser aéroporté, c'est une technologie militaire américaine, c'est Light Detection and Ranging.
C'est une technique militaire américaine qui s'est développée dans les années 70 et qui est arrivée en archéologie, en écologie, à partir du milieu des années 2000, 2005-2007 en forêt de haies. Le principe est le suivant. En fait, on va utiliser un laser aéroporté qui est porté par un aéronef. Cet aéronef peut être un avion, peut être un hélicoptère. Dans notre unité de recherche, on a un drone, un gros drone qui pèse 12 kg et la télépilote qui va avec. Sinon, c'est une boîte qu'on met sous un avion ou sous un hélicoptère. Et cette boîte va envoyer un faisceau laser sur la canopée, sur les troncs, sur le sol, et on va mesurer le temps de retour entre l'émission du faisceau laser, l'arrivée au sol et le retour au niveau de la boîte LIDAR. Et en fonction du temps de retour, eh bien, on peut avoir l'altitude. Alors bien entendu, il faut des GPS extrêmement précis qui permettent de localiser l'avion au centimètre près. Et en fonction du temps de retour, eh bien, on peut avoir des mesures d'altitude à quelques centimètres près. Avec ça, ça permet de voir sous le feuillage, avec des densités qui sont très fortes. Alors en 2014, pour la forêt de Compiègne, il y a eu 2 vols en forêt de Compiègne. Un vol commandé par le SRA sur le service régional d'archéologie en 2011 sur la partie médiane de la forêt de Compiègne, et un vol commandé par l'Office national des forêts en 2014 sur la forêt de Compiègne et la forêt de l'Aisne, vous voyez les 2 massifs, avec une moyenne de points au mètre carré au sol de 23 points au mètre carré. 23 points sol au mètre carré. En forêt de haies, on était à 7-8 points au mètre carré. Avec notre drone Toundra, on a fait un vol sur le petit parc du château de Villers-Cotterêts suite à un projet de recherche et une commande du Centre des Monuments Nationaux. On avait 600 points au mètre carré au total, et en points sol, on avait plus de 80 points au mètre carré. Donc des densités de points extrêmement importantes qui permettent de restituer le micro-relief à quelques centimètres près. Donc, quand j'ai commencé ma carrière, on n'avait pas de LIDAR, on travaillait à partir d'archives principalement, puis ensuite on faisait de la prospection. Aujourd'hui, quand on me demande une recherche, si j'ai pas de LIDAR, je dis je ne peux pas faire, parce que avec du LIDAR, on va 10 fois, 20 fois plus vite que ce qu'on faisait il y a 20 ou 30 ans, donc on a vraiment besoin aujourd'hui du LIDAR. Alors, ces LIDAR, ça peut être de très gros vols qui sont commandés par des institutions particulières ou sur des programmes de recherche, et dans ce cas-là, ça coûte 40 000, 50 000 euros, rien que le vol, plus le traitement après. Enfin, c'est des gros programmes qui n'impliquent pas qu'un seul chercheur, mais vraiment des grosses équipes de recherche. Et avec l'IGN, on a à notre disposition ce qu'on appelle le RGEIT, qui est un LIDAR à faible résolution, qui porte sur les cours d'eau. Et donc sur les marges, si on a des forêts, on peut utiliser le RGEIT. Et est en train de se développer aujourd'hui le LIDAR HD, le LIDAR à haute définition de l'IGN. La Somme commence à être couverte, on commence à avoir les données pour le département de la Somme. Et par contre, l'Oise et l'Aisne ne sont pas encore couvertes. La résolution est moins bonne, elle est moins fiable que les LIDAR avec une couverture aérienne spécifique sur commande, et ça permet quand même de défricher le terrain, enfin d'avoir des données qui ne sont pas inintéressantes. Donc petit à petit, on commence à avoir une couverture sur l'ensemble de la France. Je vous en montrerai des exemples tout à l'heure sur les forêts qui nous intéressent. Alors ces images LIDAR, ça permet à la fois de modéliser la canopée, mais ça permet de voir sous le feuillage. Quand le LIDAR, surtout, alors, généralement les vols ont lieu l'hiver, mais on a par exemple pour la forêt de Morval des vols qui ont eu lieu l'été, ou sur le petit parc de la forêt de Retz, on a fait des vols l'été, et on arrive quand même à passer sous le feuillage. La densité de points est telle qu'on arrive à passer sous le feuillage et voir dessous. Là, c'est le premier vol LIDAR pour une mission archéologique qui a été réalisée en forêt doménale de haies, donc juste à côté de Nancy, en 2005-2007. On a la canopée, et bien dessous, voilà ce qu'on a trouvé. C'était Muriel Leroy qui avait travaillé avec Jean-Luc Dupuis là-dessus. C'est le parcellaire actuel, avec des zones d'extraction qui doivent dater du 19e siècle, ou du
XVIIIe siècle. Et vous voyez, derrière le parcellaire actuel, on a un parcellaire qui est un parcellaire antique avec de l'habitat associé, des sites d'habitat qui sont associés et des chemins qu'on peut retrouver sur le terrain. Donc en fait, on enlève la canopée et puis on voit des structures importantes, des micro-reliefs. Il faut que les micro-reliefs aient perduré, mais c'est quand même un outil qui est très très puissant pour reconstituer l'histoire de l'occupation du sol, avec des biais bien sûr, mais c'est quand même un outil puissant. Alors ces micro-reliefs, au départ, ces images-là, au départ, on obtient des fichiers qu'on appelle des fichiers LAS, qui sont des nuages de points. Il faut les traiter. Donc, premier traitement, la création d'un modèle numérique de terrain. Donc, c'est un travail de géomaticien, un travail de cartographe. On crée des modèles numériques de terrain qu'on peut orienter comme on veut. Et puis, à partir du modèle numérique de terrain, là, on peut faire des traitements très, très multiples. Les traitements les plus courants, c'est de créer des ombrages. On fait comme si le soleil éclairer le terrain à des orientations différentes, on peut même avoir un soleil qui éclaire en dehors, il n'y a pas de souci, et avec une altitude différente pour faire apparaître des choses ou disparaître des choses régulièrement. Vous voyez, alors je ne sais pas si ça se voit bien ici, ici il y a un ancien mur d'un parquet à faisan, il y a un petit bout de mur qui disparaît à ce moment-là. Ici il y a des, sur l'allée des Beaumont, on a des petites barres qui disparaissent sur certains ombrages. Donc il y a des formes qui apparaissent sur certains ombrages et qui disparaissent sur d'autres ombrages. Ça veut dire qu'il faut faire 8 à 10 ombrages pour voir apparaître des formes particulières. Ça demande quand même du temps. On peut visualiser des ruptures de pente. Hein. Voilà. Mon petit mur, il apparaît très nettement en visualisant des ruptures de pente. On peut faire apparaître des creux et des bosses, ce qu'on appelle le LRM, donc la visualisation des creux et des bosses du terrain, et on peut même le coupler avec de l'ombrage pour faire apparaître ou disparaître des choses. C'est quelques exemples de traitement, on peut en faire beaucoup plus, tout dépend en fait de ce qu'on veut faire apparaître. Si on veut faire apparaître des talus, ben là on va jouer sur la pente. Si on veut faire apparaître des réseaux tranchés, on va plutôt jouer sur le LRM, creux et bosses, etc. En fonction de l'objet qu'on veut voir, eh bien on peut privilégier tel ou tel type de traitement. Voilà. Alors ensuite, on va utiliser les archéosciences qui vont nous permettre d'essayer de reconstituer les environnements forestiers et les milieux forestiers. Et un outil, j'allais dire de routine dans notre unité depuis une bonne dizaine d'années, c'est l'anthracologie, donc c'est l'étude des charbons de bois. Cette étude des charbons de bois, elle peut se faire en contexte archéologique ou hors contexte archéologique. En contexte archéologique, c'est sur site archéologique, sur des charbonnières, sur des sites verriers. Hors contexte archéologique, ça va être ce qu'on appelle la pédo-anthracologie, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans le sol en forêt, et puis on lave la terre, on récupère les charbons, on les date. Dans chaque prélèvement, quasiment, enfin, disons 8 prélèvements sur 10, vous avez du charbon. Les forêts ont brûlé à un moment, il y a eu des feux, il y a eu de l'activité industrielle, il y a toujours du charbon. Alors ils sont tout petits, hein, ces charbons, mais on trouve toujours du charbon. Alors, ce qui est assez efficace, c'est d'utiliser les replats de charbonnières, sachant que dans le sud de la Picardie, on en a vraiment très peu, on en reparlera tout à l'heure, mais beaucoup moins, par exemple, qu'en Argonne ou qu'en Thiérache. Là, on en a très peu, sauf en forêt de Saint-Gobain, éventuellement en forêt de Coin. Vous savez qu'on faisait du charbon de bois selon la technique des meules de charbonnier jusque l'entre-deux-guerres. Ici, on a des très belles photos pour la forêt de Troncé, donc dans le centre de la France. Ces meules de charbonnier restaient sur place pendant des générations et des générations, plusieurs centaines d'années, et ont laissé des traces au sol sous forme de replat, et laissent des couches de charbon qui sont très abondantes, que l'on peut dater, et on peut identifier ces charbons. Donc, quand on a des charbonnières, bingo, on peut y aller, et c'est assez efficace. En forêt de Compiègne, on en a très peu, mais on a sur le long de la côte de l'Île-de-France quelques zones où, vous voyez, sur l'image là, on voit des petits buts qui ont été, au début des inventaires, confondus avec des tumuli, mais enfin, c'est pas des tumuli, c'est des replats charbonniers. Mais dans les aménagements forestiers, c'est encore indiqué comme des tumuli. Et ces charbonnières sont donc des petits buts qui se voient assez nettement, enfin,
sous la végétation, et ça permet d'avoir des séquences de charbon pour reconstituer l'évolution des paysages forestiers. On peut utiliser les sites verriers aussi, parce que, je vous en parlerai tout à l'heure, mais la verrerie a marqué les paysages forestiers de manière importante depuis le bas Moyen-Âge. Et ces sites verriers, alors ce sont des petits replats assez petits, avec des anomalies de végétation, si vous avez l'œil des ours. Et on est en forêt de Coix, donc au sud de la forêt de Chantilly. Vous avez un toponyme, la Fontaine au Vert. Sur l'image lidar, là on voit rien, on voit strictement rien, mais en fait, quand on va sur le terrain, eh bien, on retrouve ce replat. Et si on fait un petit sondage carrière, eh bien, dans la carrière, on retrouve des petits morceaux de verre. On retrouve des petits morceaux de verre. Là, pour la forêt de Compiègne, vous voyez, vous avez les petits morceaux de verre, vous avez les petits morceaux de briques, et puis des morceaux de creuset, puisque le verre est fondu dans des creusets en céramique, et on voit des morceaux de creuset avec des lèvres qui sont couvertes de verre. Donc là, on est sûr qu'on est sur un site verrier. L'avantage, c'est que le verrier utilisait du bois, donc il a créé du charbon, et ces charbons, ils sont datables et ils sont analysables. Donc une fois qu'on a du charbon, on est content. Donc on fait des petits profils topo avec les étudiants, on fait des prélèvements par US artificiel de 5 cm sur 5 cm en mini-fosse, et ensuite, eh bien, on pèse, on lave nos charbons sur des colonnes de tapis, et on les fait sécher, et ensuite on peut les identifier, puisque le signal anthracologique est très différent d'une espèce à l'autre, hein, puisque les critères morphologiques des espèces sont très très différents. Donc on fait avec les charbons, comme tous les anthracologues, 3 sections, une section transversale, une section radiale, une section tangentielle, et puis on les identifie avec un stéréomicroscope qui grossit jusqu'à 70, puis si on a des problèmes d'identification, on peut aller jusqu'à 500 avec un microscope à lumière incidente qui est beaucoup plus puissant, donc quasiment aller jusqu'au niveau des cellules, pour voir eh bien, quelle est la morphologie pour identifier les espèces. Vous voyez, le chêne, c'est un bois à zone initiale poreuse, avec des gros vaisseaux initiaux, et il se reconnaît facilement. Il peut se confondre avec l'orme, avec le frêne, mais il se reconnaît assez facilement. Le hêtre, oui, il a des rayons ligneux qui sont parallèles et qui sont très importants, donc lui aussi il se reconnaît facilement. Zone initiale, disons, semi-poreuse. Et puis le noisetier, le bouleau, le saule, c'est des bois très très homogènes qui ont des signaux un petit peu différents, mais qu'on peut identifier aussi. Donc tout ça c'est un gros travail, ça demande du temps, mais ça permet de reconstituer des cortèges de végétaux et de bois qui ont été exploités par les forestiers du passé. On peut utiliser, alors, on ne fait pas dans notre unité d'androchronologie, on a des cours de référence qui remontent jusqu'au XVIe siècle, on pourrait faire de la dendrochronologie un peu, mais on fait surtout ponctuellement de la dendroanalyse, c'est-à-dire qu'on étudie les cernes de croissance des arbres et surtout en relation avec leur environnement. Je vous donne un exemple, on est sur une charpente qui a été prélevée en lisière de la... Enfin, un bois qui a été prélevé sur une charpente d'un bâtiment moderne en lisière de la forêt de Chantilly. Et vous voyez, lorsque l'on fait une section transversale sur ce bois de charpente, eh bien on s'aperçoit que la croissance est très très inégale. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un chêne à grains fins qui a un accroissement de 2 à 3 mm par an de manière très très régulière. Et vous voyez très bien qu'il y a eu un moment où il y a eu une croissance très très forte, très rapide de l'arbre. Et puis la croissance s'est ralentie. Puis à un autre moment, croissance très forte. Et puis petit à petit, ça s'est ralenti, etc. Pourquoi? Parce qu'il est dans un environnement taillis sous-futé. C'est-à-dire qu'il a des copains qui vont le gainer et qui vont empêcher sa croissance. Puis à un moment, on va couper tous ses copains aux alentours. Donc il va avoir de la place, il va avoir de l'air, de la lumière, et il va avoir un accroissement très très rapide. Puis petit à petit, les copains repoussent, et donc ça l'empêche d'accéder à la lumière, et donc sa croissance va être ralentie. Et donc au total, eh bien, les cernes de croissance des arbres peuvent nous donner des indications en termes de datation, mais peuvent donner aussi des indications en termes de sylviculture et de gestion forestière. Et confirmer ce qu'on voit dans les textes sur certaines zones, ou confirmer éventuellement des provenances. Donc ça, on peut le faire dans notre unité, mais on le fait assez ponctuellement quand on
on a l'occasion de le faire. Voilà. On a des géomorphologues qui peuvent aussi ponctuellement nous apporter un coup de main pour compléter les données avec des données liées aux archives sédimentaires, donc études géoarchéologiques, palynologiques. Alors, le problème des mares dans ces forêts, c'est qu'elles ont souvent été curées et que les enregistrements palynologiques sont souvent très limités. Parfois ils sont anciens, début de l'Holocène, mais on n'a pas de séquence très longue jusqu'à aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de vraiment très intéressant dans tous les sondages qu'on a fait. Mais par contre, on a des enregistrements sédimentaires qui sont intéressants et qui peuvent nous donner des idées sur les rythmes d'érosion, de colluvionnement, et donc de remblaiement de ces mares en fonction de l'ouverture des couverts. Vous imaginez que si le couvert forestier est dense, il y a une faible érosion et les mares se comblent très peu. Si on a une ouverture des couverts, on a une plus forte érosion et les mares se comblent davantage. Donc en fonction de ces phases-là, eh bien, on peut faire des études plus précises. Donc on a des études analytiques qui peuvent être plus précises pour connaître les phases érosives ou les phases non érosives à mettre en relation avec l'évolution du couvert forestier. Donc tout ça on met bout à bout et puis ça permet d'avoir une idée d'une évolution générale de ces milieux. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à connaître, mais globalement, on a une idée assez générale de l'évolution de ces milieux qui commence à être assez bien confortée par toutes ces méthodes. Alors, un premier point, mais assez rapidement, quelles sont les évolutions en surface? Quelles sont les évolutions en surface? Je ne peux pas vous dire quelles sont les évolutions en surface dans le détail, parce que la statistique forestière, elle apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Et que la forêt, c'est un concept. C'est une réalité terrain, bien sûr. C'est un concept. Qu'est-ce que c'est que la forêt? C'est un boisement, donc il faut des arbres. Vous me demandez ce que c'est qu'un arbre. Il faut des arbres arbustes, des arbrisseaux, en fonction d'une certaine densité et en fonction d'une certaine surface. Ça veut dire que si le statisticien dit ma densité c'est plus de 100 tiges à l'hectare et ma surface c'est plus de 0,5 hectares, là je peux avoir une surface forestière. Mais si le statisticien dit ah ben non, la densité c'est plus de 50 tiges à l'hectare et plus de, je sais pas, 5 hectares, je vais avoir une autre surface forestière. Donc en fait, ça correspond à des critères statistiques qui peuvent varier. Globalement, moi, je ne vais peut-être pas étudier la forêt, mais les boisements. Je sais qu'il y a des boisements à un certain moment. Alors ça, c'est des schémas qui ont été réalisés par Micheline Odkia et Paul Arnoux, qui donnaient une évolution générale, on était dans les années 90, des surfaces forestières en France. Depuis le début de l'Holocène et le néolithique, eh bien, on imagine que les surfaces forestières ont régressé, avec des défrichements ou des déboisements à l'époque antique. Au Moyen-Âge, la surface forestière réaugmente, et puis à l'époque médiévale, on a une baisse, et on atteint l'étiage des surfaces forestières dans les années 1820. Globalement, ça fonctionne, mais dans le détail, quand Jules César arrive en Gaule, il arrive dans un espace qui est déjà fortement déboisé. Il arrive déjà dans un espace déboisé, donc je pense que à l'Athènes, les déboisements devaient être déjà assez importants. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, la baisse des surfaces forestières entre le Moyen-Âge et la fin de l'époque moderne, début de l'époque contemporaine, elle est vraie dans certaines régions, elle est moins vraie en Picardie, parce qu'à partir de l'époque médiévale, une grande partie des surfaces sont déjà sanctuarisées, notamment les grandes forêts royales. Donc, il faudrait apporter beaucoup de nuances à ces éléments, à cette chronologie. Si on fait un focus sur la forêt de Compiègne, en forêt de Compiègne, les images lidar, on avait déjà des données antérieures aux images lidar et à la thèse de Patrice Tullier sur prospection pédestre, les sites archéologiques sont très nombreux et on a beaucoup de sites antiques, voire des sites antérieurs à la période antique. Mais c'est surtout les sites antiques qui dominent. On a à peu près 300 sites antiques.
avec 3 agglomérations secondaires, hein, Chanlieu, la Carrière du Roi, la ville des Gaules, le long de la chaussée Pruneau. Au point de vue du parcellaire, qu'est-ce que ça donne? Voilà le parcellaire, probablement antique, en forêt de Compiègne. Ça veut dire que quand j'ai commencé à travailler à l'université de Picardie-Jules Verne dans les années 2010, on imaginait que dans l'Antiquité, il y avait encore des noyaux forestiers en forêt de Compiègne. Aujourd'hui, où était la forêt en forêt de Compiègne dans l'Antiquité? J'en sais strictement rien. Il n'y avait peut-être pas du tout de forêt. Peut-être pas du tout de forêt. Ces zones-là, les études qu'on a faites ont montré plutôt qu'il s'agissait de landes à éricacées. On était sur des zones très ouvertes, avec peut-être du pâturage et des landes, et donc probablement pas de forêt. Donc où était la forêt dans l'Antiquité? A priori, il n'y avait pas de forêt en forêt de Compiègne. Voilà ce que ça donne, hein, un chaussée Bruneau, donc la voie romaine qui est vraiment très importante, puis on voit des parcellaires. Ici ça se voit mieux, on a des grands parcellaires qui ressemblent un petit peu aux parcellaires de la forêt de Haye. C'est à peu près la même chose, des grands parcellaires qui datent de l'époque probablement antique, mais on a des mardelles en bout de parcelles. Certaines ont été comblées dans l'Antiquité, ont commencé à se combler dans l'Antiquité, et puis d'autres sont originaires, voient leur origine à la période de l'Athènes, donc antérieure à la conquête. Donc le système est plus complexe que ce qu'on imagine. Ce n'est pas les Romains qui arrivent et qui défrichent tout, c'est probablement antérieur dans certaines zones. Dans tous les cas, pas de forêt de Compiègne avant le Moyen-Âge. Les images d'art qu'on a récupérées en forêt de Villers-Cotterêts ou en forêt de Chantilly donnent exactement la même chose, ou presque exactement la même chose. Vous voyez les premières analyses d'images d'art en forêt de Retz, on trouve un habitat avec des monnaies du 1er siècle. Donc un habitat antique et un parcellaire qui est beaucoup moins grand, un plus petit parcellaire, qui est peut-être plus ancien, enfin, ça n'est qu'une hypothèse, hein, mais des parcellaires qui sont associés, qui sont antiques ou antérieurs à l'Antiquité. En forêt de Chantilly, je ne vous ai pas sorti d'image en forêt de Chantilly, mais ça ressemble à Compiègne. Le type de parcellaire ressemble à Compiègne. Forêt de Fontainebleau, on est plus loin, c'est le même type de parcellaire. Donc à chaque fois qu'on a des vols d'art sur des grandes forêts domaniales, eh bien à chaque fois on trouve du parcellaire antique. Sauf la forêt de Percène. On est en Normandie, proche de la Normandie. À part la forêt de Percène, une forêt de Morval, il y a des parcellaires antiques. Forêt de Percé, forêt de Tronçon, parcellaire antique. Aujourd'hui, où était la forêt dans l'Antiquité? Je ne sais plus du tout. Je ne mettrai pas ma main. Donc, au total, dans l'Antiquité, c'est majoritairement déboisé, avec un processus sans doute antérieur. À partir du IIIe siècle, et surtout du IVe siècle, on voit apparaître un abandon progressif, voire brutal dans certaines zones, de ces sites d'habitat. Et puis au XVIe siècle, eh bien, ces espaces sont majoritairement boisés. À partir du XVIe siècle, on a des mentions textuelles qui parlent de forêt, hein, avec le terme sillois, donc une véritable forêt. Alors, quelle était, c'est pas forcément une forêt fermée, hein, ça peut être une zone, des espaces ouverts, mais on décrit des milieux forestiers qui vont être associés aux chasses des rois mérovingiens. Avant le XIIe siècle, on retrouve une phase de déboisement. Avant l'arrivée de Philippe Auguste et les grandes enquêtes de Philippe Auguste, probablement, donc c'est le défrichement, si on veut, du milieu de l'époque médiévale, aux marges de ces massifs, probablement au Xe, XIe siècle. Ça peut perdurer pour certaines abbayes au XIIe siècle, mais à partir du XIIe siècle, eh bien, du XIIIe siècle, pardon, on voit apparaître une stabilisation des surfaces. Je vous ai parlé des grandes enquêtes de Philippe Auguste. On a de très grandes enquêtes à partir de 1214, 1215, qui vont permettre de reprendre la main sur ce milieu forestier. Et donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis, petit à petit, eh bien, les rois de France essayent de récupérer des parcelles, récupérer des bouts de forêt. C'est pareil, les princes de Condé ont essayé de récupérer des parcelles. C'est-à-dire que cette forêt, par exemple, de Villers-Cotterêts, la forêt de Compiègne, c'est un gros bloc. Donc, on peut imaginer que ce gros bloc, il n'a pas beaucoup bougé. Mais la forêt de Villers-Cotterêts, elle est très découpée, elle a 320 km de lisière. C'est une des forêts qui a le plus de lisière, sur 13 600 hectares. On a l'impression que c'est une forêt de défrichement, avec plein de clairières, plein de défrichements. En fait, si on regarde son histoire, c'est plutôt
un ensemble de petits bouts de forêt qui ont été réincorporés, réamalgamés pour créer un ensemble cohérent. Mais parfois il y avait de la forêt, parfois c'était des champs, et petit à petit ça s'est boisé. Donc c'est beaucoup plus complexe en termes de dynamique. Et puis, donc, augmentation, limiter des boisements. Globalement, on est dans des choses assez stables. Et puis, 18e, 19e siècle, restauration des peuplements, et phase de reboisement avec l'arrivée du pin noir d'Autriche, du pin sylvestre, et donc restauration des peuplements. Moi, je m'arrêterai là dans cette conférence au 19e siècle. Je ne vois pas l'impact de la Grande Guerre. L'impact de la Grande Guerre sur ces forêts-là n'est pas négligeable du tout, notamment en forêt de Villers-Cotterêts, où les combats de 1918 ont été très intenses et ont pu avoir des conséquences sur les peuplements, mais on arrêtera. Alors, ça permet de raisonner aussi, en termes pour l'écologue, en termes de forêt ancienne, forêt récente. On considère que, en France, la surface forestière est d'environ 30% du territoire. Dans les années 1820-1830, on n'avait que 12 ou 13% du territoire qui était en surface forestière. Ça veut dire que si aujourd'hui on prend la surface forestière actuelle, eh bien il y en a moins de la moitié qui existait avant les années 1820. Ces forêts qui existaient avant les années 1820, on les appelle les forêts anciennes. Les forêts qui sont apparues après les années 1820, par plantation, par replantation, par accrue. Simplement, on a abandonné des terrains agricoles avec la déprise rurale, et puis ça s'est posé naturellement. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les forêts récentes. Globalement, dans le nord de la France, on a plus de forêts anciennes que de forêts récentes, alors que dans les zones d'élevage, la Bretagne, le Massif central, eh bien, par la déprise rurale, on a plus de forêts récentes. Dans l'arc méditerranéen aussi, par la déprise rurale, on a plus de forêts récentes. Mais dans le sud des Hauts-de-France, eh bien, on est majoritairement dans des forêts anciennes, et il n'y a qu'aux marges de ces massifs qu'on trouve des forêts récentes, qui sont des accroissements du 18e, du 19e, du 20e siècle, mais c'est assez ponctuel. C'est assez ponctuel. Alors, sur les zones ravagées par la Grande Guerre, c'est un peu différent, mais globalement, dans le sud de la région, on est majoritairement dans des forêts anciennes, et il y a moins de forêts récentes. Sur le terrain, ça se voit nettement, quand on a l'œil, puisque dans les forêts anciennes, on n'a pas les mêmes plantes que dans les forêts récentes. Dans les forêts récentes, on a essentiellement des plantes banales qu'on trouve dans des milieux ouverts. Donc l'ortie dioïque qui indique la présence de nitrates, la présence d'azote en quantité importante, le gaillet, garatron, qui est aussi nitrophile, le groseillier sauvage, on en a plein d'autres, mais les listes sont très longues. Et dans les forêts anciennes, on a des plantes qui ont des capacités de dispersion, d'abord qui sont adaptées à l'ombre, et qui ont des capacités de dispersion limitées. C'est par exemple les plantes à bulbes, la jacinthe, le muguet, des plantes qui se développent avec des stolons, donc le fraisier, et donc des plantes qui vont progresser de proche en proche, mais très lentement. Et donc elles sont des indicateurs de l'ancienneté du boisement. Alors, une plante elle-même n'est pas un indicateur, mais si vous trouvez beaucoup de plantes, eh bien, ce sont des indicateurs de l'ancienneté du boisement. La plupart de ces forêts du sud des Hauts-de-France, ce sont des forêts anciennes. On va retrouver cette jacinthe, ce muguet, etc. Donc, si on fait un bilan des résultats, une petite synthèse de ce qu'on peut trouver dans ces forêts, une petite synthèse historique, eh bien, on a des forêts qui ont été, pendant très longtemps, alors ça dépend des forêts, il y a des dynamiques qui sont différentes selon les massifs, mais pendant très longtemps, multifonctionnelles, avec des droits d'usage très très importants. Ces droits d'usage ont pu se maintenir jusqu'au XVIIe siècle, voire jusqu'au XIXe siècle, voire parfois jusqu'aux années 50 pour certains droits d'usage. Les droits d'usage, ce sont des droits qui ont été accordés par les propriétaires, les seigneurs, le roi de France en l'occurrence, pour les forêts royales, aux populations locales, donc aux communautés d'habitants, éventuellement à des établissements religieux, parfois à des seigneurs locaux, mais c'est plus ponctuel, souvent aux hôpitaux, aux hôtels-dieux, mais souvent, beaucoup, aux communautés d'habitants. Le but de l'opération, c'est de maintenir sur place les communautés d'habitants, de manière à ce que les habitants payent des redevances sur les champs, en leur donnant des accès au bois. Donc on dit aux communautés d'habitants, vous restez sur place, vous nous payez des droits
sur les terres agricoles. Et puis en contrepartie, vous avez le droit d'amener vos animaux en forêt, vous avez le droit de prélever du bois en forêt. Donc ces droits d'usage, ils sont très variés. Chaque communauté d'habitants a des droits d'usage qui sont très différents. Il n'y a pas une communauté qui a les mêmes droits d'usage. Ça peut être des droits d'usage pour prélever du bois de feu, c'est ce qu'on appelle les bois d'affouage, des droits d'affouage, prélever du bois de feu. Ça peut être du bois mort, ça peut être éventuellement du bois vif, mais c'est assez rare. Ça peut être un droit de marronnage, c'est-à-dire le droit de prélever du merrain, des bois de construction, pour leurs églises, pour leurs héritages, pour leurs clôtures. C'est souvent des droits de paisson ou de pannage, c'est-à-dire le droit d'emmener des porcs en forêt. C'est le droit, parfois, le droit de glander, c'est-à-dire le droit de prendre du gland en forêt, de nourrir les porcs à la ferme. C'est aussi le droit de pâturage pour les bêtes au bail, c'est-à-dire pour les bovins, le droit d'emmener les bovins en forêt. En forêt de compte, alors, souvent on a des chiffres beaucoup plus fiables à partir du XVIIe siècle, à partir de la grande réformation de Colbert, mais ces droits remontent très souvent au milieu du Moyen-Âge. On arrive facilement au XIIe siècle quand on reprend les documents historiques. Vous voyez cette forêt de Compiègne, il y a quasiment toutes les communautés villageoises aux alentours de Compiègne ont le droit d'amener des porcs en forêt, ont le droit de prélever du bois en forêt. Au total, on a un massif qui fait 14 500 hectares, on a plus de 14 000 animaux qui ont le droit de venir en forêt, des porcs ou des bovins. Vous imaginez, hein, c'est pas, un porc, c'est pas une unité de gros bétail, mais on a quasiment une unité de gros bétail à l'hectare. Donc une densité d'animaux jusqu'au XVIIe siècle, ensuite ça va régresser, une densité d'animaux qui est extrêmement importante. La plupart des communautés ont le droit d'emmener pâturer leurs porcs et leurs bovins. Les chevaux sont exclus parce qu'ils ont la dent dure, et les chèvres et les moutons sont aussi exclus. En forêt de Retz, en forêt de Villers-Cotterêts, on a exactement la même situation, hein, avec une situation encore plus complexe, puisqu'on a des petits usagers et des grands usagers. Donc les grands usagers ont le droit de prélever plus de bois, les petits usagers ont le droit de prélever moins de bois. Avec une particularité, c'est que les droits d'usage sont payants, c'est-à-dire qu'ils doivent payer une redevance tous les ans, ce qui est assez exceptionnel par rapport aux autres forêts de la région. Et puis on a une autre particularité, c'est qu'on a des traits fonciers. Par exemple, l'abbaye de Lampon, l'abbaye de Montgobert, l'abbaye de Valais-Sory ont des tréfonds. Le seigneur d'Ivors a un tréfond. Le seigneur de Gaulle a un tréfond. Les tréfonds, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est intermédiaire entre le droit d'usage et le droit de propriété. C'est-à-dire que le trait foncier est propriétaire du produit de la forêt, mais pas du sol. Et parfois, par exemple, l'abbaye de Lampon, 13e, 14e siècle, ils font main basse sur le sol. Le clos de Lampon, il est devenu propriété de l'abbaye de Lampon, juste à côté de Lampon ici, en faisant directement main basse sur le sol. Mais ces tréfonds perdurent jusqu'à la Révolution française. Donc il faut imaginer des droits d'usage qui sont très très importants et des forêts très fréquentées avec beaucoup d'habitants qui viennent sur place, beaucoup d'usagers qui viennent prélever du bois. Donc ça a des conséquences, bien entendu, sur l'évolution des couverts forestiers importantes. On est dans des forêts d'industrie. On est dans des forêts d'industrie et notamment des forêts verrières. Alors si on va en forêt de Compiègne, eh bien on a une vingtaine de petits fours verriers qui ont été recensés et qu'on peut retrouver sur les images d'IDA. Ces petits fours verriers, ils correspondent en fait à une aire verrière qui est beaucoup plus générale, qu'on va retrouver en forêt de Troyes, en forêt de Retz, dans le massif de Saint-Gobain pour le bas Moyen-Âge, et puis dans la vallée de la Brelle, la Bassène, on a des foyers verriers qui sont assez importants. Alors que la sidérurgie est rejetée aux marges du bassin parisien. Dans des endroits où on va trouver du minerai de fer, et par contre, la verrerie, eh bien, il faut un sable de bonne qualité. On arrive à en trouver notamment aux alentours de Retz et de Chantilly, et donc on a des verreries qui sont assez nombreuses. Alors, le mouvement général, c'est que au bas Moyen-Âge, on a encore de tout petits fours verriers, de tout petits établissements qui vont exploiter quelques triages et puis qui vont disparaître rapidement. Les phénomènes de concentration apparaissent au XVIe siècle avec de très gros fours verriers
c'est le four d'en haut dans le massif de Saint-Gobain, c'est le four de Fleury en forêt de Retz, en forêt de Compiègne, four d'en haut, massif de Saint-Gobain. On a aussi deux fours qui sont importants avant la création de la manufacture des glaces qui s'implante dans le massif de Saint-Gobain en 1692. Mais ça, c'est un phénomène de concentration qui date de l'époque moderne. À l'époque médiévale, on a plein de petits fours et qui se voient très peu sur l'image d'art. Ils fait des petites anomalies, des toutes petites buttes, et puis quand on donne un coup de derrière, on trouve des morceaux de verre. Ça correspond à des petits fours en terre, des petits fours en briques, soit verticaux, soit pour le début de l'époque moderne, il commence à y avoir des fours horizontaux, mais des petites structures. On va utiliser les peuplements forestiers, les disponibilités en sable et en eau, de manière locale pendant quelques décennies, et ensuite ils sont abandonnés. Voilà. Donc, activité verrière importante dans l'ensemble de ces massifs. Très peu de charbonnage, je vous l'ai dit, parce que le charbonnage est interdit dans certains massifs. Forêt de Compiègne, le charbonnage a été interdit. Forêt de Chantilly, c'est des grandes forêts de chasse où l'on va éliminer les charbonniers. Et donc, alors en forêt de Compiègne, il y a quelques meules de charbonniers, mais c'est vraiment très ponctuel, parce que globalement, c'est interdit. Comme en forêt de Fontainebleau, comme en forêt de Percé, c'est pareil, le charbonnage était interdit. Par contre, en forêt de Retz, on a du charbonnage. En forêt de Coire, on a du charbonnage. En forêt de Saint-Gobain, on a du charbonnage avec des replats de charbonnières importantes. Dans des zones qui ont été déboisées, vous voyez sur les images satellites, on voit des petites taches noires qui correspondent à d'anciens replats de charbonnières. Si on tape dedans, on trouve encore des charbons de bois aujourd'hui. Alors pourquoi on n'a pas beaucoup de charbonnières? C'est d'abord parce qu'on n'est pas dans une région de sidérurgie, il n'y a pas de minerai de fer. Or, pour la réduction du fer, il faut obligatoirement du charbon de bois. Pour fabriquer du verre, on n'a pas besoin de charbon de bois, on utilise de la billette, c'est-à-dire des bois de gros calibre. Donc on n'utilise pas de charbon de bois pour faire du verre. Par contre, on utilise du charbon de bois pour faire de la fonte et des ferrations. Donc on va avoir beaucoup de charbonnières en tirage, où il y a de la sidérurgie, en Argonne, où il y a de la sidérurgie, dans le Nivernais, dans les collines du Perche, mais quasiment pas dans le sud des Hauts-de-France, le nord de l'Île-de-France. Le charbonnage est limité. Même si la capitale demande du charbon de bois pour des forges, il y a des petites forges, donc il y a des petites activités. Les brasseurs demandent du charbon de bois, les forges demandent du charbon, les petites forges, les forgerons localement demandent du charbon de bois. Donc il y a quand même du débit, il y a quand même un peu de demande, mais elle n'est pas aussi considérable que dans d'autres régions qui sont des régions charbonnières. Là, on n'est pas dans des régions charbonnières. C'est embêtant pour moi, mais enfin, on arrive à faire feu de bois et trouver quand même quelques charbonnières pour travailler. Alors, le mouvement général, c'est que ces activités industrielles et ces droits d'usage vont être progressivement restreints, voire reniés de manière très importante pour une orientation liée à la chasse. Donc l'activité synagétique, c'est l'art de la chasse, ou la technique de la chasse. Ce sont de grandes forêts royales qui vont être orientées progressivement dans leur gestion vers la chasse. À l'époque médiévale, à la fin de l'époque médiévale, on a une multiplicité de chasses et donc une multiplicité d'aménagements synégétiques. Par exemple, des garènes. Alors il faut se méfier de ce mot garenne, puisque à l'époque médiévale, il désigne un enclos comme un breuil, et par conséquent, c'est souvent des enclos à gibier, mais c'est pas forcément un enclos à lapin. On a des garènes à grosses bêtes en forêt de Compiègne. Il va y avoir du chevreuil, du cerf dans ces garènes à grosses bêtes, peut-être du sanglier, j'en sais rien. Les garènes du Carnois, de Royalieu, c'est probablement des garènes à grosses bêtes. Mais à partir du XIIe, XIIIe siècle, la mode devient celle de l'élevage et de la chasse du lapin en Grande-Bretagne et en France, et les rois de France vont développer des garènes à lapin, notamment les garènes du roi et les garènes de la Fortelle. On aura aussi les garènes du Mont-Berny qui ont disparu pendant la Révolution française, mais les garènes de la Fortelle, les garènes du roi et les garènes de la queue de Saint-Étienne sont des garènes à lapin qui ont fonctionné probablement à partir du XIIIe siècle et jusqu'au XVe siècle. Et disparu au XVe siècle, au XVIe siècle, c'est des peuplements forestiers purs. Qu'est-ce qu'on voit sur place? Eh bien, on voit des anomalies topographiques sur les images lidar
qui sont des petites buttes circulaires qui font 8 à 15 mètres de diamètre avec une dépression au centre, qu'on a identifié comme des mottes à conille. Les mottes à conille, qu'est-ce que c'est? Alors voilà à quoi ça ressemble hein, quand elles sont décapées, quand elles sont dégagées. Donc des buttes circulaires qui font plus d'une dizaine de mètres de diamètre avec une petite dépression. On pourrait les confondre avec des charbonnières, mais les charbonnières ont un diamètre un petit peu plus limité et elles sont moins hautes. Voilà ces structures. Et en fait, c'est des structures qu'on identifie comme des buttes d'élevage de lapins. On voit sur des psautiers anglais ces mottes à conille, ces buttes d'élevage de lapins. On voit une chasse aux furets, mais c'est un peu controversé, mais en tout cas, des buttes d'élevage de lapins. Ces mottes à conille ont été fouillées par des archéologues en Grande-Bretagne et dans le centre de la France. Et on a l'avantage en forêt de Compiègne et en forêt de Chantilly d'avoir les densités de mottes à conille les plus importantes qu'on connaisse en France, puisqu'en forêt de Compiègne, on en a une trentaine. Donc je n'en connais pas en Grande-Bretagne ou en France de densité aussi importante. On était sur des chasses royales avec densité de mottes à conille extrêmement importante pour avoir une efficacité de chasse très, très, très importante. Donc on a fait des sondages sur une motte à conille, la motte 8 en forêt de Compiègne, avec des collègues du service régional d'archéologie. C'est des sondages qui sont... L'interprétation est difficile à faire, puisqu'on est sur des sols limoneux, des limons sableux. C'est pas du sable à lapin, c'est pas un vrai sable, c'est du limon sableux. Et on a un limon sableux sur un limon sableux. C'est très difficile à interpréter. Au départ, on ne voit pas grand-chose, sauf des pierres en surface, qui sont très très abondantes, une centaine de pierres là, dans l'ouverture du sondage, hein, des pierres qui devaient probablement empêcher les lapins de remonter hein, et forcer les lapins à creuser leur terrier en profondeur sur les côtés. Ça peut peut-être aussi empêcher les prédateurs de gratter, mais c'est surtout probablement pour empêcher les lapins de remonter. Donc c'est des pierres qui ont été récupérées, soit en forêt de Retz, soit en forêt de Compiègne, mais on a dû les charger dans des charrettes et faire 4-5 km. Sur place, il n'y a pas ces pierres. Donc on s'est embêté à charger des pierres pour recharger ces mottes à conille. Et à l'intérieur, eh bien, on trouve des galeries de couleurs un petit peu différentes, avec une texture un peu différente, qu'on peut suivre à la truelle. On trouve une multiplicité de galeries qui ont un diamètre de 10-12 cm. Donc, voilà. Alors, on espérait trouver des ossements, des excréments, mais on est sur des sols très acides, on a des pH de 3,5, 4, et donc tout a été mangé par l'acidité du sol. Et donc l'idée, ça serait de pouvoir refaire les mêmes opérations, mais sur des sols calcaires, et là on aura peut-être des renseignements intéressants. Voilà. Et on a des datations sur sédiments et sur les charbons qui confirment une période de 13e, 14e siècle comme l'utilisation de cette structure. Donc on était content en termes de datation. L'élevage des faisans est plus tardif, hein, c'est le 17e, 18e siècle, quand on commence à avoir des armes à feu et qu'on peut avoir des tirets. Et vous voyez en forêt de Compiègne, par exemple, on a une multiplicité, on va en avoir 7-8 parquets à faisans, donc des espaces où on élevait des faisans. Il ne reste plus aujourd'hui que la faisanderie, mais on avait plein de parquets très très différents. C'était des milieux très très ouverts. Alors quand on regarde les images d'art, on est ici au sud de la forêt, hein, à Lamblin, au sud de Saint-Jean-de-Bois. Et vous voyez, on avait des murs en terre et pierre, des murs, avec des zones d'abreuvement, vous voyez, des zones de drainage, avec des mares. Et ici, l'emplacement de la maison du garenier. Donc, sur le terrain, alors sur la faisanderie, on a encore des murs en élévation, mais on retrouve à la Lamblin les réseaux de drainage, les zones de mares, et puis de temps en temps des bases d'anciens murs. Donc c'était des milieux qui étaient ouverts, pas des milieux forestiers, hein, des milieux qui n'étaient pas boisés, où on avait à l'intérieur des plantations de blé, de seigle, etc., pour nourrir les faisans. Milieux très ouverts. Donc en fait, une variété de milieux dans ces forêts qui étaient gérées pour la chasse, avec des zones d'élevage de lapins, des zones d'élevage de faisans, etc. Pas d'homogénéité des peuplements. Et l'homogénéisation des peuplements, elle arrive à partir du XVIe siècle par le développement du vautret, la chasse à courre du sanglier, et surtout de la vénerie, c'est-à-dire la chasse à courre du cerf. Et là, on va avoir progressivement
des essais d'homogénéisation des peuplements. Des essais. Alors, ça se marque dans le plan par la création des carrefours en étoile. Le carrefour du Puy-du-Roi à Compiègne est considéré en Europe comme le premier carrefour en étoile en Europe, 1521. Un premier carrefour en étoile à vocation synégétique en 1521. Ça va se répandre ensuite, je vous ai dit, en forêt de Chantilly. À la fin du XVIe siècle, il y a un carrefour en étoile. Sur Marly, Versailles, et bien sous le règne de Louis XIV, on aura beaucoup de carrefours en étoile. Et en Suède, en Allemagne, fin XVIIe, XVIIIe siècle, dans les forêts, on créera aussi des carrefours en étoile pour la chasse à courre du cerf. Donc quand vous voyez un carrefour en étoile, ce n'est pas une fonction esthétique, c'est une fonction synégétique. Le but, c'est de se mettre sur un point où on voit passer les animaux, on voit passer le grand cerf pour pouvoir mieux relayer les meutes. Il y a plusieurs meutes et on va relayer les vieilles meutes à la fin de la chasse. Et donc si on a un point central avec un carrefour en étoile, on peut voir passer les animaux et donner le signal pour le relayer. Donc Compiègne commence et puis ailleurs. Donc vous voyez, Louis XIV crée 54 carrefours, Louis XV en crée 250 et à la fin du règne de Louis XV, il y avait des carrefours en étoile partout, ça devait être un gros travail d'état-major pour faire une chasse à courre en forêt de Compiègne. Forêt de Chantilly, le même système, avec les tables de Mondraisin, c'est la même chose, grand carrefour en étoile. Et puis forêt de Retz. Alors forêt de Retz, la forêt de Villers-Cotterêts, elle est particulière. On a le petit parc. François Ier crée un grand parc, il est gigantesque, hein, il fait un quart de la forêt de Villers-Cotterêts. Il n'était pas aussi grand que celui de Chambord, mais quasiment en surface. Et puis il est tellement important que les ducs d'Orléans le réduisent en partie et vont créer un plus petit parc à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Voilà, donc on a un parc, on a une densité d'animaux qui est extrêmement importante, et puis ailleurs, des densités plus faibles. On chasse aussi, hein, mais vous voyez encore plein de carrefours en étoile partout, du XVIIe au XVIIIe siècle. Alors, pour terminer, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence en termes de paysage forestier, en termes de milieu forestier? Le premier élément, c'est une normalisation progressive des peuplements forestiers et de la gestion forestière. À l'époque médiévale, on dit que les peuplements sont furetés. Fureté, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le forestier peut prélever de-ci, de-là, au gré des besoins. On a besoin d'un chêne de 2 pieds de tour, on fait 1 kilomètre, on l'abat, on n'en a pas d'autre tour, on fait 2 kilomètres, on l'abat. Ça veut dire que les peuplements sont très irréguliers. Vous vous souvenez, je vous avais montré une représentation des forêts de la montagne de Reims au XVIe siècle. On voit qu'il y a une irrégularité très très forte, et c'est typique en fait jusqu'au XVIe siècle de la gestion des forêts. Donc il peut y avoir des zones qui sont sous-exploitées et des zones qui sont surexploitées, des zones où les densités sont très fortes et puis des zones où les densités sont plus faibles parce qu'il n'y a pas encore de coupes réglées. Les coupes réglées vont arriver au XVIe et XVIIe siècle. Donc le furetage va être totalement prohibé à partir du XVIe et du XVIIe siècle et on va généraliser 2 types de régimes. Donc, un régime, c'est un mode de régénération. Soit la futée pleine. La futée pleine, c'est un peuplement où tous les arbres sont issus d'une semence, et donc forment un brin. Alors, dans l'Ancien Régime, on a des semenciers qu'on conserve sur 2 révolutions. Donc on a une structure irrégulière, avec des arbres, par exemple, qui vont être coupés, ceux-ci, à 100 ans, et puis les quelques arbres qui vont être conservés une révolution suivante, donc jusqu'à 200 ans, pour servir de semencier, pour réensemencer les parcelles. Ça ne marche pas bien, mais ça fait partie des règles sylvicoles de l'époque. Alors les futaies pleines, on va les trouver dans les grandes forêts de verrerie. Compiègne, Retz, on veut courir derrière les animaux, et bien c'est moins accueillant pour le gibier, parce que le gibier a moins à manger, et par contre c'est favorable pour les grandes chevauchées. Si on veut avoir une forêt industrielle, soit pour la verrerie, soit pour les forges, eh bien on va généraliser le taillis sous-futé. Alors le taillis sous-futé, c'est des coupes d'une partie des peuplements à blanc entre 10 et 30 ans, hein, de manière à ce que les arbres rejettent de souches et fournissent des boîtes de petits calibres,
Le taillis est coupé avec des révolutions qui varient entre 10 et 30 ans. Globalement, si on veut fournir du bois de chauffe, si on veut fournir du bois pour les charbonnières, 10 ans suffisent. On fournit la charbonnette. Si on veut fournir du bois pour Paris, puisqu'il y a une attraction de Paris et une demande parisienne qui est importante, on va avoir des révolutions de 15-20 ans. Si on veut fournir des bois pour les verreries, on va avoir des révolutions un peu plus longues, 25-30 ans. En fonction des débouchés, on peut gérer de manière différente. Globalement, on a un allongement des révolutions entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et puis, au-dessus du taillis, on va conserver des arbres de futaie pour fournir du bois de construction. Alors, on n'y arrive pas bien, c'est un peu compliqué, parce que c'est des bois de gros calibre, souvent bas branchus, qui sont mal conformés, mais on a ce système qui se généralise partout. Le taillis simple n'est pas autorisé en France avant le Code forestier de 1827. Donc, quand on a du taillis, on doit toujours avoir des semenciers, donc toujours avoir des arbres de futaie pour servir de semencier. Et pour fournir aussi du bois de construction. Donc, ces paysages vont petit à petit se généraliser, soit dans des forêts qui ont une orientation plutôt Saint-Gobain, quoi, vers l'industrie. Chantilly, l'orientation est synégétique, mais on est resté dans des peuplements en taillis sous futaie, très dégradés par le gibier. Et puis dans les grandes forêts royales, la futaie pleine a dominé à partir de la fin du XVe siècle, XVIe siècle. Là, on est orienté vers des futaies à longue révolution, entre 120 parfois 200 ans de révolution. Comme on a une charge en animaux extrêmement importante, soit des animaux domestiques du fait des droits d'usage, soit des animaux sauvages du fait de l'importance de la chasse, et petit à petit, on a une balance qui se fait. Au départ, on avait beaucoup d'animaux domestiques, on va réduire le nombre d'animaux domestiques qui rentrent en forêt au profit des animaux, au profit du gibier. On va avoir une surabondance de gibier. On sait que le roi de France, Louis XIV ou Louis XV, vient en forêt de Compiègne 4 à 5 jours par an. Le reste du temps, on ne chasse pas en forêt de Compiègne. Donc le gibier prolifère. Et va avoir des conséquences sur les régénérations importantes. Alors, la conséquence principale, c'est une très forte ouverture des couverts, avec l'apparition de friches et landes au XVIIe et XVIIIe siècle dans une grande partie de la forêt. Beaucoup de friches et landes. Et c'est pas parce qu'on a du boisement que les peuplements ne sont pas décapitalisés. Quand on a des descriptions des boisements, on s'aperçoit qu'il y a peu de tiges, que les régénérations sont difficiles, que le hêtre ne repousse pas, c'est du boulot à la place. En fait, on a des grosses difficultés de régénération parce que la dent du gibier est là et que le gibier mange toutes les régénérations. Les premières plantations, il y a des essais de plantation dans les années 1700 en forêt de Compiègne qui échouent globalement. Alors, ma chronologie, par contre, il faudrait qu'elle soit revue parce que en fait, ça, c'est les plantations de 1774 à 1792. C'est les plantations de paneliers d'Annel. Donc, là, il y a une erreur dans la carte, mais c'est la première fois que j'avoue. En fait, la forêt de Compiègne est une des premières forêts où on a fait des essais de plantation. On en a fait d'autres en forêt de Fontainebleau, en forêt de Saint-Germain-en-Laye, en forêt d'Ambouillet, mais ça a toujours échoué. Les premières plantations qui ont du succès, c'est les plantations de paneliers d'Annel à partir de 1774 jusqu'à 1792. Et vous voyez que les plantations ont continué ensuite en forêt de Compiègne. En fait, sur les 14 500 hectares, on a 45% de la surface qui a été plantée. 45% de la surface était ouverte, c'était des friches, c'était des landes. 45% de la surface a été plantée. Et là, on peut raisonner aussi en termes de vieilles forêts et d'anciennes forêts, forêts anciennes et forêts récentes. Les zones de plantation, c'était des zones qui étaient ouvertes, c'est donc des noyaux de forêts récentes dans une forêt ancienne, avec des types de végétation qui sont différents. Alors j'en viens pour terminer maintenant sur ce qu'on voit à l'intérieur et sur les faciès qu'on peut trouver. Alors, en fonction c'est un diagramme anthropologique, sur une charbonnière, en fonction des charbonnières, en fonction des sites, on peut avoir des évolutions très différentes. Là, c'est l'évolution la plus marquée qu'on puisse avoir sur une charbonnière de la forêt de Compiègne, qui a fonctionné, alors il y a peut-être des hiatus entre les deux, mais les charbons du bas
sont datés du XIIIe siècle, charbonnière qui commence à fonctionner au XIIIe siècle, et le replat de charbonnière va être réutilisé jusqu'à la fin de l'époque moderne, début de l'époque contemporaine. Donc là, on a 7 US à 35 cm de charbon de bois, avec des évolutions qui sont très marquées. Alors, dans mon diagramme anthracologique, c'est surtout les espèces qui m'intéressent, hein, et Fagus sylvatica, donc le hêtre, et puis les essences secondaires, le tremble, le populus, le bouleau, le saule, il y a même des pommiers. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au XIIIe siècle? Eh bien, le charbonnier, il ne s'embête pas, il n'a que du hêtre. Le hêtre, c'est très bien pour faire du charbon de bois, pas de souci. Il a du hêtre, alors peut-être qu'il a d'autres essences, mais il a le choix. Et il a plein de hêtre, et donc il n'a que du hêtre. Donc on est dans une haie très pure. Hein. Et le charbonnier, il ne va pas chercher du bois à 10 km. Hein. Le bois est lourd, alors que le charbon il est léger. Donc s'il a besoin de déplacer sa charbonnière, il va déplacer sa charbonnière. Donc autour de la parcelle, il trouve du hêtre. Majoritairement, c'est du hêtre. Et vous voyez, progressivement, le hêtre va diminuer jusqu'à l'US 4, et à partir de l'US 3, eh bien, le hêtre est minoritaire. Et il est minoritaire au profit de quoi? Et au profit d'essences secondaires, qui sont des essences de lumière. Le tremble, qui devient majoritaire à la fin de l'époque moderne. Le bouleau, lui, il ne pousse que dans des milieux très ouverts. Hein. Dès qu'il a de la concurrence, il régresse. Le bouleau pousse dans des milieux très ouverts. Un petit peu de prunelier, et puis du saule, de l'érable. Alors l'érable, il arrive très souvent, fin 18e, 19e siècle, et même du noyer, et même quelques taxions de noyer. Et puis on trouve aussi d'autres espèces, mais en fait ce qui se passe, c'est qu'on avait une forêt fermée, qui était une hêtrée, là il n'y a pas de chêne, et puis petit à petit, eh bien, à force de coupe, ou à force de dégradation du milieu par les animaux, des gros problèmes de régénération, et le hêtre régresse fortement au profit d'essences de lumière qui témoignent d'une ouverture des peuplements très importante et de ce qu'on appelle un faciès régressif, une évolution régressive de la végétation. Alors ça c'est assez pédagogique et assez net. Il y a d'autres charbonnières où les évolutions sont moins nettes, mais globalement on peut dire que 13e, 14e, 15e siècle, on a du chêne et du hêtre qui dominent dans nos forêts du sud des Hauts-de-France, et qu'à partir de l'époque moderne, et plus encore donc 17e, 18e siècle, on a soit des zones de landes, soit des zones avec beaucoup de bouleaux, de bois blanc, de tremble, de tilleul, etc. Forêt de Chantilly, il y a du tilleul partout au 18e siècle, on en a juste aujourd'hui, mais c'est beaucoup d'essences de lumière qui témoignent de déséquilibres, de perturbations qui sont très fortes, donc liées soit à la dent du gibier, soit à des problèmes de gestion forestière, puisqu'on n'arrive pas à assurer des régénérations. Donc au total, à partir des sources écrites, on ne pourrait pas brosser une histoire aussi fine à l'échelle de la parcelle de ces dynamiques, et donc on est obligé de croiser des textes, des plans anciens, du lidar, des écofacts, etc. Et petit à petit, on commence à pouvoir vraiment travailler à l'échelle des parcelles. Et ça devient, on commence à bancariser les données, et ça devient intéressant. Ce sont essentiellement des forêts anciennes, hein, il y a peu de forêts récentes, même si, à l'intérieur de ces forêts, il y a des patchs de forêts récentes dans la forêt ancienne, puisqu'il y a des zones qui étaient ouvertes, qui ont été reboisées, ou qui se sont spontanément reboisées, à partir du XVIIIe et du XIXe siècle. On a des évolutions qui sont très importantes, hein, il faut casser le mythe de forêts qui n'ont jamais changé dans leur paysage. Les paysages ont considérablement changé, ils sont en train de changer, ils vont changer dans l'avenir, mais ils ont changé de manière très rapide et très considérable sur le temps. Et autant à l'époque médiévale, on voit des faciès de forêts matures, autant à l'époque moderne, on voit des faciès régressifs qui vont être corrigés par les forestiers, par la sylviculture du XIXe siècle, soit par des plantations, soit par des efforts de régénération et des techniques de régénération qui ont donné nos paysages d'aujourd'hui. Quand on regarde les paysages forestiers, en fait, on a le résultat de choix humains, de choix sylvicoles d'il y a 100 ans ou 200 ans. Donc les paysages qu'on voit aujourd'hui, c'est le choix des forestiers du XIXe siècle. Les paysages qu'on avait sous les yeux au XVIIIe siècle, c'était parfois les conséquences
de choix sylvicoles qui avaient été faits au XVIIe ou au XVIIe siècle. Voilà. Merci à vous. Je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup. Je croyais que la forêt, je disais à mon voisin, je pensais que la forêt c'était la nature, mais je vois qu'une fois de plus, l'homme a bien su mettre son grain de sel. C'est l'éternel enseignement. Eh bien, la parole est à vous. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup. Je ne l'ai pas éteint, donc tu dois pouvoir. Ça doit rester rouge. Il ne faut pas y toucher. Voilà, oui. Merci beaucoup Jérôme pour cet exposé extrêmement riche, qui nécessite d'allier différentes disciplines, bien sûr sciences humaines, mais aussi des aspects plus techniques, botaniques, études des sols, etc. Merci aussi pour ton propos. J'ai l'impression que ton exposé est quand même très politiquement incorrect pour tout écologiste romantique qui, comme je disais avec Véronique, pense que les forêts que l'on a autour de nous, alors c'est pas le cas partout dans le monde, hein, mais dans nos pays de vieille exploitation agricole, des milieux naturels et de densité de population historiquement importante, tout cela a été transformé, et que seraient ces forêts sans l'homme? Moi je veux dire, de découvrir, parce que je ne savais pas que finalement il n'y avait peut-être pas eu de forêt à Compiègne dans l'Antiquité, et que c'est une création, je dirais, du Haut Moyen-Âge, et puis ensuite avec toutes les interactions entre les hommes et le milieu naturel, et la transformation du milieu naturel en fonction d'objectifs pour la chasse, pour la verrerie, le charbon, etc. Vraiment, c'est extrêmement éclairant. Alors, dans ton exposé très très riche, tu l'as abordé un petit peu parfois, mais tu n'as pas beaucoup parlé du bois de construction. Alors, ce n'était peut-être pas non plus l'objectif des forêts royales que tu as étudiées. Alors, je vais évoquer, je vais avoir ce micro-là, tu me fais penser à autre chose, et puis après je réponds à la question du bois de construction. Effectivement, ce sont des milieux qui ont été façonnés par l'homme depuis des siècles, voire des millénaires, avec des impacts que les écologues n'envisagent pas toujours, parce qu'on a toujours tendance à voir l'homme comme dégradant le milieu. Il peut aussi créer de la biodiversité ou améliorer le milieu. Je pense par exemple à l'impact des agriculteurs sur les sols forestiers. On a beaucoup travaillé nous, sur ces sols forestiers. En fait, on est sur des sols qui sont généralement acides, avec des processus depuis l'Antiquité de marnage, de chaulage des sols. Or, quand ces sols reviennent sous couvert forestier, eh bien, en surface, le hêtre a une litière acidifiante. Donc en surface, les sols redeviennent acides comme les sols de vieille forêt. Par contre, en profondeur, il reste encore des carbonates. Et ces carbonates profitent aux arbres qui poussent. Et donc, en fait, encore aujourd'hui, les sols qui ont été amendés par les paysans de l'Antiquité conservent des taux de carbonate bien plus importants qui profitent aux sols forestiers, qui profitent au peuplement forestier. Donc l'homme peut être dégradant, mais il peut être aussi améliorant. On l'a vu en tirage aussi, avec les mêmes processus. Alors, j'ai pas travaillé, enfin, j'ai pas ici présenté l'impact sur le bois de construction. Il y a un lien direct. C'est évident que nos arbres de futaie, soit en taillis sous futaie, soit en futaie pleine, sont destinés à la construction et au marché de la construction. Il n'est pas facile à tracer dans les textes, parce que le forestier vend aux milieux offrants, et souvent c'est les marchands qui revendent ensuite à des constructeurs. Donc c'est difficile d'avoir l'ensemble de la chaîne opératoire. Par contre, l'archéologie du bâti,
peut être croisé directement avec les potentialités des milieux. Qu'est-ce qui se passe? 12e, 13e siècle, quand on construit nos cathédrales, on a des charpentes avec des chevrons formant ferme, c'est-à-dire des bois qui sont de faible section, très très longs. On est dans des futaies qui sont des futaies assez denses, on ne manque pas de bois, et les arbres sont assez serrés. À partir de l'époque moderne, on ne peut plus construire avec des chevrons formant ferme, puisqu'on ne trouve plus de bois de très longue portée. On a des bois généralement de portée de 6 mètres, 7 mètres, mais rarement plus. Et donc on est obligé d'abord d'avoir des murs qui sont plus serrés, et puis surtout, on ne peut plus utiliser beaucoup de bois comme à l'époque médiévale, on va utiliser des charpentes latines. C'est-à-dire qu'on va espacer les fermes et on va relier les fermes par des pannes faîtières, pannes ventrières, pannes sablières, pour maintenir des chevrons qui sont tout petits. Et donc, les évolutions des techniques de charpente témoignent des évolutions des peuplements forestiers, et dans la région, c'est assez net. Donc, il y a des liens avec l'archéologie du bâti qui sont très étroits à faire. C'est pareil, la charpente de Philibert le Duc, elle utilise au XVIe siècle des bois qui sont très courts, un peu tordus, de manière à pouvoir assembler des bois courts, parce qu'on n'a plus de bois. Et dans la région, ça se voit nettement. Alors, dans la Somme, je pense que c'est encore pire, parce qu'on a encore moins de bois. Dans la Somme, on voit dans les charpentes, pour le XVIIIe et XIXe siècle, l'utilisation de bois blanc, parce qu'on n'a plus de chêne. Donc on va avoir des substitutions d'essence. Dans un même ordre d'idée, merci de me donner la parole. Je reviens sur l'utilisation uniquement de ces forêts dans un esprit industriel, de construction. La question que je souhaiterais poser, c'est quel a été l'impact de la politique de Colbert, notamment sur les constructions, sur la création de grandes marines nationales et l'utilisation des grandes futaies pour développer cette marine, notamment au XVIIe siècle. Donc, est-ce que vous avez des éléments? Oui, on a des éléments, parce que les archives permettent de retracer. Parce que quand il y a des martelages de bois pour la marine, c'est indiqué, donc il n'y a pas de souci. Alors Colbert, il a l'expérience dans notre région avant la Réformation de 1661. Parce que Colbert, c'est l'intendant du cardinal Mazarin. Et le cardinal Mazarin était apanagiste, était engagiste des forêts du roi de Navarre, des anciennes forêts du roi de Navarre, qui étaient la forêt de Saint-Gobain et les forêts de Marle, etc. Et donc Colbert a fait ses premières armes avec Mazarin en forêt de Saint-Gobain. Et j'ai pu retrouver sa signature, les endroits où il était allé, etc., ses papiers, à partir de 1654 jusqu'à 1661. Et il a appris avec les forestiers de la région, les forestiers du Lannoy. Et donc en fait, sa réforme de 1661, elle est en germe déjà en 1654 en Picardie, parce qu'il fait déjà ses premières expérimentations. Alors quand Colbert arrive au pouvoir, d'une certaine manière, avec Louis XIV, il n'y a que 9 navires qui sont capables de prendre la mer. La Grande-Bretagne, il y en a plus de 150. Des navires de ligne, il y en a avec plus de 60 canons. Et son ambition, c'est d'arriver au niveau de la marine britannique. À la mort de Colbert, donc dans les années 1680, on en a 135. Donc on n'arrivera jamais au niveau de la marine britannique, et c'est déjà pas mal. 135. Le seul moment où on va rivaliser avec la marine britannique, c'est sous le ministériel Choiseul, donc à la fin du règne de Louis XV, et pendant la guerre d'indépendance américaine. Et là, on aura plus de navires, et des navires qui seront réparables avec des pièces de change. On aura tout un système complexe. Alors pour créer un navire de ligne, donc 60 à 120 canons au XVIIe, XVIIIe siècle, il faut plus de 3000 chaînes centenaires. Plus de 3000 chaînes centenaires, et pas forcément des bois droits, parce que bien sûr il faut des bois droits, mais on a des varans taillés, donc on a des membrures, il faut des bois courts. C'est-à-dire que les agents de la marine peuvent perquisitionner partout dans toutes les forêts.
Avec du taillis sous-futé, on peut avoir des bois un peu courts, donc ça peut être intéressant, noueux, mais c'est pas gênant si c'est noueux. Et puis il faut des pins pour les mâts. Un mât, c'est une quinzaine de pins qui sont mis bout à bout, les uns au-dessus des autres. Donc, comme vous avez 3 mâts, quand mât, Malmisaine, mât d'Artimon et mât de Beaupré, donc 4 mâts, vous avez besoin d'une 50aine de pins, de très, très forts. Donc, en fait, Colbert avait des grandes ambitions pour la marine, et en termes d'approvisionnement, ça va être compliqué. Au XVIIe siècle, les arsenaux de marine, donc à Rochefort, à Brest, à Toulon, s'approvisionnent essentiellement sur le littoral. Donc c'est les forêts du littoral qui fournissent des bois de marine. Par exemple, la forêt de Bercé, dans la Sarthe, elle fournit des bois de marine au XVIIe, XVIIIe siècle pour Brest ou pour Rochefort. À partir... donc en fait, le gros problème sous Louis XIV, c'est la fourniture de pain. On essaye d'aller en chercher dans les Pyrénées, mais on n'a pas des sections assez bonnes, des qualités assez bonnes. Et donc on sera toujours tributaire de la Suède au XVIIe siècle pour la fourniture de pain et la fourniture de goudron pour calfater les navires. Donc ça sera toujours un vrai problème. Et les besoins en bois de marine deviennent très importants au XVIIIe et début du XIXe siècle. Là, c'est vraiment le moment compliqué pour la marine. Fin XVIIIe siècle, avant la Révolution française, on fournit des bois de marine dans toutes les forêts du royaume. C'est-à-dire, par exemple, en Champagne, j'ai travaillé à l'Université de Reims sur des forêts en Champagne. En Champagne, il y a des bois qui partent vers Toulon et il y a des bois qui partent vers Rochefort. En passant, donc ça suit la Loire et puis après ça passe à Rochefort. Donc, en fait, on perquisitionne des bois partout. On prend des bois dans des forêts royales, mais aussi dans des forêts privées. Donc, 18e siècle, ça devient problématique. Et puis, sous l'Empire, c'est là où on n'y arrive plus. Et on va petit à petit avoir d'autres systèmes techniques avec des coques en métal ou en partie en métal à partir de la première moitié du 19e siècle, parce qu'on n'a plus de bois de qualité pour la main. Ça, c'est un problème récurrent, mais qui ne se pose pas trop sous Colbert encore, mais qui va se poser à la fin du XVIIIe siècle. Avec Choiseul, alors en plus, mais enfin, une fois que je pars sur les bois de marine, je peux partir longtemps. On est un navire de ligne, donc avec 120 canons sous Louis XIV. Il y a beaucoup de guerres sous Louis XIV. Il navigue en moyenne 11 ans. Au bout de 11 ans, il est pourri, il a fait naufrage, la moyenne c'est 11 ans. Sous Louis XV, c'est 15 ans. C'est déjà mieux, et il y a des pièces de rechange, et qui sont normalisées. Donc en fait, on peut changer les mâts, etc. Il y a une normalisation. Sous Louis XIV, il n'y a aucune normalisation, donc chaque navire est différent, donc il faut refaire des pièces. C'est vraiment très très compliqué. Donc ce sont un peu des gouffres dévorants. Mais les industries sont des gouffres dévorants aussi, parce que l'industrie, la manufacture des glaces de Saint-Gobain, sur laquelle j'avais travaillé pendant ma thèse, elle consomme 30 000 stères de bois par an. Vous imaginez 30 km linéaires de bois. Et il faut pour ça 600 bûcherons en permanence toute l'année qui abattent du bois. Et il faut du bois sec, ça veut dire qu'ils stockent sur plusieurs années. Donc c'est considérable. La manufacture des glaces de Saint-Gobain, elle va éliminer tous ses concurrents sur un massif de 11 000 hectares. Un haut fourneau consomme environ 15 000 stères de bois par an. Donc c'est un massif qui fait 5 000 hectares converti au charbon. Donc on parle de gouffres dévorants. Il faut imaginer, à l'époque moderne, ces forêts, elles sont surexploitées. Elles sont vraiment surexploitées. Il y a du monde partout. On en tire le maximum. On va même tirer de la litière pour amender les champs, pour amender les vignes. C'est vraiment des espaces qui sont surexploités. Donc ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc pour les bois de marine, il y a des bois de marine qui partent en forêt de Compiègne et en forêt de Villers-Cotterêts sur la Seine. Je sens qu'on va avoir un coup sur le bois de marine. Bon, après vous pouvez brancher sur les bois d'industrie, il n'y a pas de souci. Ben. Bonjour Jérôme, je vais me brancher sur autre chose. Sûrement une réponse plus courte. Oui, donc tu as très bien montré que en fait, beaucoup de gens pensent actuellement que la forêt a toujours existé. Tu as bien montré la densité du peuplement à l'emplacement de ces forêts actuelles. D'ailleurs, la Picardie, il y a les gens pionnières pour la
1970, prospecte les forêts de l'Oise, y compris dans les sols avec la forêt de Plessis. Alors, l'un des premiers articles est dû à Jean-Michel Delbord, exactement, 1213 sur l'archéologie forestière, sous-couvert forestier. Tout ça, voilà, tu as posé une question intéressante. Où était la forêt de l'Antiquité? Mais tu n'as pas porté de réponse. Sauf que la forêt existait forcément. Puisque les consommations de bois, c'est important, que ce soit par l'industrie côtière, ou ne serait-ce que pour construire les bâtiments, les habitations, qui sont ces grands bois chics. Donc, si on voit un peu les études paléologiques, on s'aperçoit quand même qu'il y a un environnement plus ou moins forestier. Donc, ça devrait nous vraiment faire une synthèse de toutes ces études paléologiques, couplées avec les emplacements nombreux des sites archéologiques dès la période de la Ténienne, pour essayer de trouver un peu. Moi, je pense qu'il peut y avoir, en fait, c'est un peu comme il devrait avoir une forêt plus ou moins limitée, défrichée des néolithiques, et aux alentours des établissements ruraux, une forêt qui existait, et à recoloniser ces espaces habités. Je l'ai dit, grâce à l'homme d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est les amendements d'il y a 1000 ans qui ont permis ces forêts de se régénérer. Bien sûr, c'est évident qu'il y avait de la forêt, mais alors peut-être pas des gros massifs, mais peut-être des petits patchs forestiers à droite à gauche. Ça c'est une évidence. On l'a vu sur les bois archéologiques qui ont été étudiés sur Rouen et puis sur Amiens par Vincent Bernard, où on voit quand même que les bois qui ont été exploités au 1er siècle étaient issus de forêts assez fermées, assez denses, même si à partir du 2e ou 3e siècle, on a des bois qui croisent dans des forêts très très ouvertes. Donc, bien sûr, et je pense que c'est vrai que tu as raison, on est peut-être à un moment où on pourrait faire là une synthèse plus large à petite échelle du géographe, donc un grand espace, pour essayer de tirer ça au clair. Alors, il y a la question de où étaient les boisements, les patchs forestiers, et puis il y a la question des paysages qu'on trouve sur ces linéaments, sur ces parcellaires fossiles. En forêt de Compiègne, en forêt de Retz, en forêt de Chantilly, on est sur des sables. Les sables, vous faites un talus, ils ne tiennent pas. Ça veut dire que si on veut les tenir, il faut du bocage. Et on peut imaginer qu'on avait aussi du bois fourni par des boisements linéaires. Donc on a des réalités paysagères qui peuvent être différentes de celles qu'on a créées à partir de l'époque médiévale. Ça c'est intéressant aussi à creuser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sur les maladies, on parle des... Oui. Alors, les maladies des arbres, elles sont très... aujourd'hui, il y a des maladies des arbres importantes. Alors, la graphure de l'orme est arrivée dans les années 70. On a la calarose du frêne qui est arrivée dans les années 2010 et qui a ravagé l'ensemble des frênés. Et en Picardie, on a eu des très fortement impactés parce qu'on a eu de très bons sols, de très beaux peuplements de frênes. D'un point de vue historique, c'est beaucoup plus difficile à trouver dans la documentation. Au XVIIIe siècle, on trouve des attaques de chenilles, je ne sais pas quels sont les types de chenilles. On trouve des dépérissements. Dans les années 1730-1740, il y a des phénomènes très massifs de dépérissement qui sont peut-être liés au climat. On est dans le petit âge glaciaire, on a grand vers 1709, il y a eu un impact très important, mais qui sont peut-être liés aussi à des phénomènes qui ont pu venir après, d'affaiblissement des arbres et qui a pu servir de porte ouverte à des maladies. La chenille processionnaire du pin, qui arrive aujourd'hui et qu'on trouve aujourd'hui au sud de la région, elle arrive en 1894 en Champagne, par exemple, avec les chemins de fer. Bien sûr, elle a été éradiquée au bout de 2-3 ans parce qu'il y a un climat plus humide et plus froid, mais on voit apparaître de temps en temps des maladies sur les arbres, et ça reste encore un domaine mal renseigné. Il y a des choses à faire. En tout cas, on voit des phases de dépérissement qui sont massifs dans les années 1730-1740 et puis peut-être au milieu du XVIIe siècle. Là, on voit les phases de dépérissement. Pour l'instant, je la mets en relation avec les phases climatiques, donc petit âge glaciaire, mais il y a peut-être d'autres phénomènes qui peuvent se cumuler. Il faudra le prouver. C'est une question vraiment intéressante qui intéresse les écologues parce qu'on est dans des phases où on a beaucoup de maladies sur les arbres. Et quel était le passé et quelle était la résilience de ces écosystèmes, c'est une question intéressante. Oui.
Merci, excusez-moi de monopoliser la parole. Mais on voit aujourd'hui dans certains arboretums des arbres qui viennent notamment d'Amérique, et je pense au pin d'Amérique. Est-ce que ces provenances venant du continent américain peuvent régénérer la forêt française, ou au moins la renforcer, ou est-ce que ce sont des tentatives simplement pour embellir certains parcs, mais sans effet sur la forêt? Alors, c'est une question importante, mais elle pourrait faire l'objet de débats vraiment importants. En fait, on essaye des exotiques depuis l'époque moderne. Depuis l'époque moderne, on fait venir le pin de glace, par exemple, au XVIIIe siècle, et au départ dans des parcs, dans des arboretums, et puis petit à petit en forêt. La grande mode, c'est plutôt le XIXe siècle, mais au XVIIIe siècle, il y a déjà des expérimentations. Aujourd'hui, c'est très controversé chez les écologues, puisqu'on peut introduire des espèces envahissantes, des espèces exotiques envahissantes, donc des invasives. C'est par exemple Prunus erotina en forêt de Compiègne, forêt de Rennes, Saint-Amand, forêt de Galon-Rouvray, Roumar, etc. Prunus erotina, c'est un merisier américain qui a été introduit dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans le parc du château de Compiègne, pour des raisons ornementales, pour servir de couvert à gibier, qui n'était pas invasif jusqu'aux années 70, et à partir des années 70, il est devenu invasif. Alors, Prunus erotina, c'est une merise, c'est un merisier, donc il fait des drupes comme une petite cerise. Elle tombe au sol, elle va faire une petite plantule qui va supporter l'ombre jusqu'à ce que le forestier fasse une coupe. Donc, pendant 25 ans, 30 ans, le petit plantule attend la coupe du forestier. Puis le jour où le forestier fait une coupe, le jour où il y a une tempête, il explose et il empêche toute régénération. Donc ce Prunus erotina, aujourd'hui, il couvre 80% des parcelles de la forêt de Compiègne. Enfin, 80% des parcelles connaissent Prunus erotina. Dans le passé, on essayait d'éradiquer, puis aujourd'hui, quand on a des gros problèmes de régénération, on se dit, qu'il faut garder. Donc, c'est une culture de l'opportunité. Mais il faut être prudent avec les espèces exotiques, parce que sur 100 espèces exotiques introduites, il y en a une qui devient envahissante. Donc ça peut être dangereux. Et ça peut être l'espèce elle-même qui devient envahissante, mais on peut introduire des insectes, des champignons ravageurs, et ça peut poser des problèmes. Donc soyons prudents. On peut utiliser des espèces exotiques dans le cadre du changement climatique, mais utilisons des espèces bien reconnues. On sait qu'elles sont pas envahissantes. Voilà. Le châtaignier, par exemple, c'est une espèce exotique, puisqu'elle a été introduite par les Romains et elle vient du Caucase, mais elle est devenue subspontanée. Elle s'est intégrée au peuplement. Elle n'est pas envahissante. Oui, pour en venir au Prunus erotina, vous en avez presque tout le monde dans vos jardins, c'est tout simplement le cerisier à crabe que l'on met en décoration maintenant partout. Alors ça peut être Prunus malae. Non, il y a mais il y a Prunus fabus aussi. Moi, j'ai travaillé pendant 45 ans en forêt. Et alors, bon, par contre, deuxième question, je suis un peu. J'aimerais voir ce que vous pensez des problèmes de chêne pédonculé, des périssements du chêne pédonculé par rapport au chêne sessile. C'est un gros problème dû avant tout à des faits historiques. En fait, quand on a fait les plantations au XVIIIe siècle, par exemple en forêt de Compiègne, ou en forêt de Rennes aussi, on a planté essentiellement du pédonculé. On a planté essentiellement du pédonculé parce qu'il avait un gros gland, qui était facile à récolter, et donc on a semé du gland de pédonculé. Ce qui fait qu'on a une prédominance en forêt de Compiègne du chêne pédonculé qui ne résiste pas au changement climatique par rapport au sessile. Donc ça, c'est un héritage historique qui est un héritage important. Mais c'est lié à des choix humains et des choix de régénération. En plus, c'est une essence très pionnière qui s'installe. Facile. Alors, comme on a eu l'hiver chez nous. Mais ça, c'est un peu plus au nord ou le nord de la forêt. Ah non, mais même sur Saint-Gobain. Sur Saint-Gobain aussi, c'est énorme. Je l'ai étudié avec Paul Arnoux, notamment. Ouais. Là, c'est énorme. Oui, tout à fait. Pour la toute dernière question. Une question à propos de la forêt de Thiérache. Oui. Que les historiens disaient longtemps, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me dire,
très dense et peu peuplée au Moyen-Âge, et qui aurait été défrichée par la suite, un peu grâce d'ailleurs à l'évangélisation des moines, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, je n'ai pas étudié d'un point de vue historique sur des temps très longs, donc je ne m'avancerai pas. C'est vrai qu'on voit apparaître au cœur du Moyen-Âge des abbayes qui commencent à avoir des droits et qui déboisent. Après, à partir du bas Moyen-Âge, on a beaucoup d'établissements industriels qui s'implantent, notamment des hauts fourneaux ou des verreries. Et donc là, on a des forêts qui vont être très exploitées. Donc bas Moyen-Âge et époque moderne, c'est déjà des milieux qui sont très très ouverts. Et l'attirail est réputé avoir été un... Voilà, donc là je ne m'avancerai pas sur les dynamiques à très long terme, je n'ai pas d'imaginaire. Mais c'est vrai que c'est des zones de plus faible densité qui sont un peu des marches du royaume, hein, donc on est dans une zone de marche, un peu comme l'Argonne. Mais il faut se méfier parce que quand on rentre à l'échelle locale, parfois on trouve des contre-exemples. Eh bien, je vous propose d'applaudir une nouvelle fois notre conférence. Je vous rappelle deux prochaines conférences. La prochaine aura lieu le 29 mars, mais pas ici, au Théâtre des Cabotans, à Saint-Leu. Et on pourra entendre Ludmila Smirnova nous parler du dictionnaire Picard pour le XXIe siècle. Et le 12 avril 2025, on se retrouvera cette fois-ci ici pour une conférence de Mathieu Jaja sur le rôle du train durant la Première Guerre mondiale sur le front de la Somme. Je vous propose de prendre 2 minutes pour les membres des antiquaires qui souhaitent assister à l'Assemblée Générale. On attaque dans 2 minutes. Merci. Passionnant.